Hello, hello. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et le lundi c'est live, donc bienvenue, installez-vous tranquillement. On va passer les 40-50 minutes à venir ensemble. On va essayer de pas trop déborder puisqu'il y a Thierry alias Titi Moby qui fait son live comme d'habitude. Donc salut René alias Sugla, salut Anne Vu, salut Slayer Papillon pour la première fois sur ce chat, je te souhaite la bienvenue. Salut Stéphane Philippard avec qui je vais passer notamment entre autres la soirée à Tours, mais j'en reparle tout à l'heure dans quelques minutes. Salut Joël, salut Dominique, salut Darko, salut Hardware, salut tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine démarre bien, que vous n'êtes pas trop, pas trop chargé, on va dire. En tout cas, moi ça va, moi je vais prendre le train tout à l'heure, je vais vous en parler tout de suite. Aujourd'hui, ouais, Stéphane, je prends mon train, pas de blague. Hein. Non mais tout le timing est calculé, normalement c'est bon, sauf si la SNCF me fait un sale coup, je devrais pouvoir prendre mon train. Salut Gillier, salut Darkos, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de différents sujets, on va parler des sujets d'actu comme d'habitude, et le sujet fil rouge aujourd'hui, je vous l'ai déjà spoilé sur les réseaux sociaux, c'est le langage V. Un bon petit langage vraiment intéressant dont je parle sur Twitter X depuis maintenant peut-être, je sais plus, depuis peut-être 2021. Donc c'est un langage qui est super intéressant, donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin, et pour le replay sur YouTube, bien sûr, il y aura les timecodes qui vont bien pour sauter directement sur la bonne section, mais le début peut aussi vous intéresser pour tout ce qui est veille techno. Donc on va commencer sans plus attendre, déjà par la petite news là, très rapide, puisque je vois que Stéphane s'inquiète, mais non, ne t'inquiète pas Stéphane. Donc ce soir, sachez, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, sachez que je serai à Tours, à MAM, donc, qui est un regroupement de start-up et tout ce genre de trucs. Un coworking de ce que je sais. Donc on va présenter avec mon co-speaker Romain Berton, on va présenter notre talk l'AGC, le retour sur l'ordinateur qui a amené l'humanité sur la Lune. Donc c'est un talk qu'on a déjà donné plusieurs fois dans pas mal de conférences, et donc Tadix, puisque là on le donne dans le cadre du meetup, Tadix nous a gentiment invités pour aller le donner ce soir, donc ce sera avec plaisir qu'on va parler de tout ça, et on va passer une très très bonne soirée. Donc Stéphane, ne t'inquiète pas, sauf si problème SNCF, normalement je suis là à l'heure qu'il faut, et puis on va passer une excellente soirée, je pense, ça va être plutôt sympa. Celles et ceux qui n'ont pas vu le live, vous pouvez retrouver directement sur mon blog ou sur YouTube. Il y a pas mal de replays, je vous conseille de regarder soit celui de DevFest Nantes, soit celui de DevFest Toulouse, enfin en tout cas il y a plusieurs replays qui ont été faits, plusieurs captations, donc vous pouvez aller le voir. Voilà. Salut Olivier NVL, bonjour, mais c'est mon écran, tu as retrouvé où à Ponceto? Ouais, c'est l'écran, c'est le 6128, bah oui, et puis comme tu le sais ou pas peut-être, je suis créateur d'émulateurs, et j'ai fait un émulateur d'Amstrad CPC qui s'appelle XCPC, donc l'Amstrad reste cher à mon cœur. En plus il y aura un replay TADX, ah bah ça c'est cool, ça c'est cool. Donc voilà pour la petite intro. Donc pour les Tourangeaux, rejoignez-nous ce soir, vous pouvez toujours vous inscrire j'imagine, bon, enfin bon, sinon vous demandez à Stéphane ici présent dans le chat, il saura vous guider. On va commencer donc par les news avant de passer au langage V dont on va parler tout à l'heure. Les news tech comme d'habitude. Donc je vais vous parler de la sortie du Linux 6.8 RC5. Donc la release candidate 5 de la version 6.8 du nouvel Linux est toujours sur les rails. Donc ça, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas habitués à ce live, je commence toujours par un petit peu de veille, un petit peu d'actu. Et je parle souvent d'une Linux, puisque disons que je le récupère et je l'enseigne, notamment en école d'ingénieur. Donc je suis amené à le recompiler assez régulièrement, à faire des modifs, à apprendre aux gens à coder des pilotes, à coder des appels système, ce genre de choses. Donc le noyau Linux 6.8 RC5. Ce que nous dit Linus, qui est sorti hier, hein, ce que nous dit Linus, c'est que en fait, il trouve que c'est quand même globalement, si je résume, un petit peu calme. C'est quand même,
il y a quand même un calme au niveau du test. Il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées quand même sur cette semaine d'intégration en plus. Rien d'incroyable, mais comme d'habitude, surtout sur cette version, tout ce qui touche au GPU, tout ce qui touche aussi au pilote audio et un petit peu au file system. Comme d'habitude, il y a les file systems qui ont eu quelques petits fixes comme BetterFS, ZoneFS, BcacheFS, qui je le rappelle est rentré très récemment dans le noyau. Donc il y a eu pas mal de modifications de code qui sont arrivées, mais en termes de test, Linus trouve que c'est un petit peu calme. Parce que si je traduis un petit peu ce qu'il dit, ayant un petit peu l'habitude, et ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'en fait, il détecte des petits trucs comme ci, comme ça, mais ça semble anormalement calme. On connaît un petit peu normalement sa propension à trouver des choses. Et donc, comme il dit, please commence testing. Donc, s'il vous plaît, les développeurs et autres contributeurs au noyau, commencez à tester à fond. Puisque on va devoir bientôt arriver en fin de période d'intégration. En général, je le rappelle, une fenêtre d'intégration d'une version du noyau, c'est 7 à 8 release candidates en général. Hein, ça peut être variable, mais c'est à peu près ça. Donc, on va arriver un petit peu bientôt à la fin de cette fenêtre d'intégration. Bon, je le rappelle que la version 6.8, c'est une version intermédiaire. Hein, c'est pas une version avec un support à long terme, tout ça, mais ça n'empêche. Ça va être une version assez intéressante et qui va quand même corriger un certain nombre de choses qui sont arrivées par la version 6.7 qui, je le rappelle, a été une assez grosse version, notamment au niveau des file systems. Voilà, donc comme dit Darkos Gahan, BcacheFS, hâte de tester ça. Bah oui, BcacheFS, c'est quand même une des nouveautés assez récentes, donc c'est quelque chose quand même qui est intéressant et qui va être à suivre. Voilà. Donc salut Fred, alias Happy2Dev. Voici pour le noyau Linux. Sinon pour les petites infos, je vais fermer quelques onglets, je vous partage ça. J'en ai parlé ce matin dans ma petite news du matin. C'est la sortie de Darktable 4.6.1 qui, je le rappelle, est un équivalent libre, une alternative libre à Lightroom. Donc pour celles et ceux qui font de la photographie comme moi, je suis amateur éclairé de photographie. Donc je shoot évidemment beaucoup en RAW, donc en fichier brut. Et donc on a besoin d'un logiciel pour pouvoir traiter ces RAW. Et moi je suis utilisateur de Darktable depuis fort longtemps, peut-être depuis 2014. Ça doit faire 10 ans que je pense que j'utilise Darktable. Et donc la version 4.6.1 a été mise à disposition très récemment. C'est une version avec aucune nouveauté, hein. C'est une version, c'est du bug fixe essentiellement. Cette version, elle apporte un certain nombre de corrections de bugs sur... alors il y avait l'import récursif au niveau des fichiers. Ça c'est une fonctionnalité que j'utilise jamais. Mon flux de travail fait que j'importe jamais de façon récursive. Il y a quelques memory leaks qui ont été corrigés, pas mal d'améliorations de performance sur tout ce qui est calcul sur GPU, puisque Darktable intègre un moteur de calcul sur GPU pour tout ce qui est flux de traitement, donc pour un certain nombre d'effets, d'érotisation, ce genre de choses. Ensuite, quelques petits crashs qui ont été corrigés par-ci par-là, des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Une mise à jour du support des moteurs RAW aussi. Donc ça inclut Libro, on le voit ici. Et donc ça supporte un certain nombre de nouveaux appareils ou quelques petites corrections sur des appareils existants. Voilà, donc comme je disais, il y a des corrections au niveau OpenCL, donc calcul sur GPU. Aussi, ce que j'ai noté, une correction sur le RGBE, donc c'est un format RGB avec, comment on appelle ça, qui fait du HDR, on va dire. Voilà, donc correction là-dessus, et puis bon, voilà, différentes petites corrections qui sont assez intéressantes. Donc la version, si votre version actuelle vous satisfait, attendez un petit peu et puis mettez à jour vers la 4.6.1. Et puis évidemment, si vous avez besoin de petits correctifs qui sont passés sur la 4.6.1, corrigez. Moi j'ai pas encore mis à jour, mais moi ça vient par l'OpenSUSE Build Service qui n'a pas encore été mis à jour, donc ça va arriver. Moi j'ai encore la 4.6.0 sur ma machine, mais bon. Question piège de Darkos Gahan, Canon ou Nikon. Moi je suis Nikoniste, voilà, pour différentes raisons, déjà des raisons historiques, mais je trouve que les appareils Nikon sont plutôt bons, mais j'ai envie de dire
Finalement, peu importe. Canon, Nikon, ouais, je dis souvent, c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Donc, on peut faire des super photos avec des appareils finalement relativement bas de gamme ou faire. Et on sait pas parce qu'on a des appareils de ouf et des appareils haut de gamme qu'on va faire forcément des super photos. Mais bon. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Moi je shoote pas avec du full frame, je shoot avec de l'APS-C principalement, mais je préfère mettre mon cache plutôt dans des objectifs et un petit peu de matériel plutôt que dans le boîtier lui-même. Et mon boîtier, je l'ai depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je l'ai, depuis 2016, donc bon, ça commence à faire un peu. Pour la suite, donc on peut noter la sortie aussi, je vous partage ça, de Mix 2.4. Mix 2.4, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. C'est un logiciel de DJing, donc qui permet de faire du mix live. Et là, je fais un petit coucou à David Pilato, donc qui travaille chez Elasticsearch et que vous connaissez sans doute, que vous suivez sans doute sur les réseaux sociaux. Sinon, suivez-le, ça vaut le coup. Et David, qui est un DJ émérite aussi. C'est un spécialiste du DJing. Je ne sais pas s'il utilise Mix, je ne crois pas, mais voilà, je lui fais un petit clin d'œil avec la sortie de Mix 2.4. Donc Mix 2.4 qui apporte un certain nombre de nouveautés. Donc un export sur lequel on peut exporter toutes ces playlists et tout ça, ces librairies vers des devices compatibles EngineOS. Donc ça permet de pouvoir les importer à peu près vers n'importe quel device hardware pour le coup. Une gestion un peu plus fine des boucles sauvegardées. Je vous partagerai comme d'habitude sur le replay les liens. Vous irez voir, il y a des vidéos. Ici, des petites vidéos qui permettent d'expliquer comment ça fonctionne. Donc ça permet d'avoir un petit peu la démo, ça vous permettra un petit peu de vous mettre ça un petit peu dans la tête. Des chaînes d'effets, il y a quelques petites améliorations au niveau des menus, le sync lock aussi qui est très très utilisé par les DJ, et puis bon, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées. Donc si vous faites un petit peu de DJing ou que vous voulez vous y essayer. Ah mais oui, tu as raison, hardware, il y a aussi Pokimil, Emil. Ah oui, Emulator évidemment, petit bisou à Emile, bisous. Emile qui aussi qui fait du DJing et puis qui adore tout ce qui est club, donc le clubbing. Donc évidemment, pardonne-moi Emile, mais Hardware a raison, petit POC pour toi. Donc voilà, donc si vous voulez vous essayer au DJing avec une chaîne un petit peu libre, n'hésitez pas à aller tester Mix, qui est fourni sur toutes les plateformes possibles. Je crois il y a Apple, il y a les plateformes, attendez que je vous dise pas de bêtises, donc il y a Linux évidemment, Apple et Windows. Voilà, donc a priori vous pouvez le tester sur n'importe quelle plateforme et ça c'est plutôt cool. Voilà pour Mix. Dans la série des sorties, j'étais passé à côté, enfin c'est pas que j'étais passé à côté, je l'avais pas publié sur les réseaux sociaux. C'est la sortie de Passbolt en version 4.5. Donc qui est sorti il y a quelques jours, et il y a quelques versions de maintenance qui sont sorties entre temps. Donc Passbolt, je le rappelle, c'est un gestionnaire de mots de passe. Comme vous pouvez les connaître, donc c'est un coffre-fort à mot de passe qui est plutôt bien, qui permet donc de pouvoir gérer vos mots de passe perso en on-premise, mais pas que, c'est-à-dire ils fournissent aussi un service cloud, donc de leur logiciel, et puis une version entreprise de Passbolt. Moi je fonctionne avec la version on-premise community de Passbolt, et c'est vraiment un super soft. Je l'ai installé dans pas mal de boîtes, à pas mal d'endroits, ça fonctionne très bien. Vous pouvez créer des équipes, vous pouvez partager vos mots de passe entre vous. Les mots de passe sont chiffrés avec une clé GPG notamment. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que même quand on est administrateur, on n'a pas accès aux mots de passe des gens. Et c'est un vrai coffre-fort, dans le sens où si vous perdez votre clé de recovery qui permet finalement de déchiffrer la clé de chiffrement, puisque donc la clé GPG sert à chiffrer une clé de chiffrement, etc. Et ben même l'administrateur peut pas récupérer les mots de passe. Donc ça montre bien que c'est quand même relativement robuste. En tout cas, moi, à l'usage, je peux vous dire que c'est un gestionnaire de mots de passe qui est facile à installer, robuste. Il est basé donc sur du PHP. Et oui, Belgar, il y a une offre
gratuite. Alors en cloud, je ne sais pas s'il y a une offre gratuite, à vérifier. En tout cas, on peut l'installer assez facilement. Ils fournissent des images Docker, ils fournissent des points deb, etc. pour pouvoir l'installer sur à peu près une foultitude de configurations. Et donc c'est vraiment très facile à déployer, très facile à utiliser, c'est très sécure et franchement c'est le top. Donc moi je vous conseille ce gestionnaire de mot de passe. Et donc tout ça pour dire que la version 4.5 est sortie récemment. La voici. Voilà. Et donc elle apporte un certain nombre de correctifs de sécurité, des points d'API qui ont été corrigés ou nouveaux points d'API. Et puis elle apporte, il y a une feature qui est l'expiration de mot de passe. C'était un truc qui manquait. Vous pouvez définir des politiques d'expiration de mot de passe pour certains services, etc. Bon, je vous conseille d'aller regarder, mais voilà. Alors, oui, pour répondre à Quistops, oui, il y a une intégration dans les navigateurs, c'est-à-dire que Passbolt arrive avec une extension qui est disponible sous les moteurs Chrome et Firefox, et donc il suffit d'installer l'extension dans ton navigateur favori, et c'est ça qui va permettre de pouvoir déverrouiller ton coffre-fort à mot de passe et de pouvoir pré-remplir les champs ou de pouvoir récupérer les mots de passe de tes champs et les insérer dans ton coffre-fort. Donc c'est totalement intégré dans les navigateurs. Il y a une extension pour chaque type de navigateur qui a été créée pour ça, et donc c'est vraiment facile à déployer, facile à utiliser. Enfin moi je vous le conseille. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que la version 4.5 est sortie, suivie de la 4.5.1 avec quelques petits correctifs, puis la 4.5.2. Donc la 4.5.1 vient fixer justement l'extension du navigateur. Il y avait un petit souci, et puis quelques petits fixes qui sont arrivés par la 4.5.2, donc le 14 février dernier. Mais voilà, rien d'incroyable. Donc si vous utilisez Passbolt, mettez à jour. N'hésitez pas. Et si vous ne l'utilisez pas, allez le tester. Je pense que ça vaut le coup que vous le testiez. C'est un excellent gestionnaire de mots de passe. Je ne peux que vous le conseiller. Et donc on va en arriver maintenant au sujet phare de ce live. On va parler du langage V. Et voilà, le langage V, je vous l'avais spoilé un petit peu sur les réseaux sociaux, et puis j'avais fait une très jolie vignette que je vous représente ici. Voilà, le langage V, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Vous allez voir que c'est un langage qui est extrêmement intéressant, qui apporte pas mal de fonctionnalités. Je vais essayer de vous expliquer dans les 20 minutes qui nous reste un petit peu ce qu'il en est. Alors Nida ne comprend pas la hype autour de ce langage. Justement, j'espère que ça te fera comprendre. C'est pas une hype, je trouve pas qu'il y ait tant que ça une hype, si on compare par exemple par rapport à Rust ou par rapport à Go ou d'autres langages, mais c'est un langage qui commence à monter assez fort, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc pour rappel, V, c'est un langage qui est sorti de mémoire en 2019, qui a été développé par un néerlandais. Alors je vais juste vous sortir son nom parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est Alex Medvednico, donc qui, comme son nom ne l'indique pas, est un développeur néerlandais, et donc il a créé ce langage au début pour ses propres besoins. Donc Dominix, rien à voir avec Vala. Effectivement, V n'a rien à voir avec Vala. Vala, qui, je le rappelle, était un langage qui avait été développé par la fondation GNOME, qui a peut-être presque 20 ans de ça, qui permettait donc de transpiler vers du C. Et vous allez voir que le principe n'est pas très loin, mais qui était un langage Vala, donc qui était donc développé par la fondation GNOME, qui permettait de transpiler vers du C, et donc de pouvoir développer des applications GNOME, de l'environnement GNOME, un peu plus facilement. Mais ce langage a été abandonné il y a quelques temps déjà. Mais là, ça n'a rien à voir. V, le langage V, a été développé par son développeur au début pour le projet Volt. Volt, qui est un logiciel qui permet de pouvoir intégrer du Slack, du Discord, etc., d'avoir un client lourd, entre guillemets, pour Slack, Discord et tout ce genre d'outils dans le même outil. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait en C? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en C++, en Rust, en Go, en whatever? Parce qu'il avait dans sa tête un petit peu des besoins spécifiques. Il a commencé à développer une sorte de langage qui est un surensemble du C, on va dire, et qui pour lui permettre justement de pouvoir développer ce client lourd pour ses différents services.
Le fait est, c'est que très rapidement, il est arrivé sur le fait que ce langage est devenu quand même suffisamment généraliste et puis suffisamment avancé, entre guillemets, pour pouvoir commencer à produire une version 0.0.1 et donc de la détacher un petit peu du projet Volt. Et de le mettre à disposition un petit peu de tout le monde pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est un langage qui est assez intéressant. Comme je le disais, c'est une sorte de surensemble du C. Ça se rapproche énormément du C et très très inspiré de Go. Vous verrez que dans la syntaxe, on retrouve pas mal de choses de Go. D'une part parce que les deux langages sont très proches sur certains concepts, mais V est beaucoup plus proche du C que Go. Mais on verra après pourquoi. Et il y a la première version donc, du compilateur V qui était écrite en Go. Voilà. Et la première version du compilateur V étant écrite en Go, ça a permis de bootstrapper la première version, donc le premier compilateur. Et il a réécrit donc, ce compilateur en langage V lui-même. Et donc V est auto-bootstrappable, il est capable de se compiler lui-même. V, il apporte un certain nombre de fonctionnalités, j'ai envie de dire, qui sont des fonctionnalités qu'on attend un peu aujourd'hui. Il fait du bond checking sur tout ce qui est tableau. Il apporte aussi une fonctionnalité qui est de plus en plus présente dans des langages, c'est il ne peut pas y avoir de valeur non définie à une variable ou une constante. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire int, par exemple, pour commencer, int a, point virgule. Voilà. Ça n'existe pas. Il ne permet pas le variable shadowing, c'est-à-dire que si vous définissez une variable toto dans un bloc et dans un sous-bloc, vous essayez de redéfinir dans un autre scope une variable toto, il vous l'interdira, justement pour éviter des effets de bord parfois, quand on est développeur, de redéfinir une variable avec le même nom dans un sous-bloc et de faire du shadowing de la variable au-dessus, c'est celle qu'on voulait utiliser par exemple, et donc il l'empêche. Par défaut, toutes les variables et toutes les structures de données sont immutables, elles sont immuables, on ne peut pas les modifier. Donc on est obligé d'explicitement de les rendre mutables avec un mot-clé qui s'appelle mute, qu'on va retrouver notamment en Rust par exemple. Il va apporter un certain nombre de choses comme les génériques, d'ailleurs le templating. Il ne permet pas d'avoir de référence nulle, de pointeur nul, sauf pour du code tagué comme étant unsafe. Donc ce qui permet donc d'aller vers plus un petit peu une sorte de programmation un peu plus fonctionnelle, on va dire. Et il essaye de ne pas avoir d'undefined behavior, donc de comportement non défini sur l'ensemble de son langage. Voilà. Et il ne permet pas, et ça c'est assez intéressant, il ne permet pas d'avoir des variables globales. Et ça, je trouve ça plutôt cool parce qu'il y a tellement de projets qui ont des variables globales que voilà, je pense que les variables globales d'une façon générale c'est relativement le mal. La seule chose qui peuvent être globales, ce sont les constantes globalement. Et j'ai la question qui tue là dans le chat, évidemment, est-ce qu'il la gestion de la mémoire, le garbage collector. Alors, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que lui, il apporte 4 façons différentes de pouvoir gérer la mémoire et c'est vous qui choisissez. Par défaut, il fournit un garbage collector. Un garbage collector qui est, on va dire, relativement efficace et qui est très proche de ce qu'on peut retrouver en Go. Voilà. Ensuite, il permet aussi d'avoir ce qu'on appelle l'auto-free, c'est-à-dire que automatiquement, lorsqu'on va sortir d'un bloc, il va déterminer est-ce qu'on utilise ou pas telle variable, il va libérer automatiquement la mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est encore pas complètement sec a priori dans le langage, mais qui fonctionne. Et vous pouvez aussi avoir d'autres façons de gérer la mémoire, c'est-à-dire vous pouvez avoir une gestion par arena, allocation de type arena. Bon, on va pas s'étendre dessus parce que sinon on va dépasser largement le temps qui nous est imparti, mais il ne permet pas d'avoir, enfin il permet d'avoir une gestion de type arena ou d'avoir plus tard de pouvoir proposer vous-même votre propre gestionnaire d'allocation mémoire. Donc ça c'est plutôt cool. Là-dessus finalement il reste assez libre et c'est vous qui allez choisir finalement la façon la plus adaptée à votre contexte de gérer la mémoire. Il permet aussi une fonctionnalité qui est assez intéressante. Vous pouvez taguer certaines fonctions en disant que vous avez le hot code reloading, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de développer et que votre code est en train de s'exécuter, vous pouvez modifier les fonctions que vous êtes en train d'exécuter et avoir le hot code reload, c'est-à-dire vous voyez en temps réel dans votre application, je vous ferai une petite démo tout à l'heure, directement du code qui va se recharger et vous pouvez changer le code à la volée.
alors que c'est du code compilé à la base. Et donc il apporte un certain nombre de fonctionnalités, des bibliothèques, une bibliothèque graphique un peu poussée. Il apporte on va dire des bibliothèques de GUI, permet de faire de la cross-compilation, etc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un langage qui fait de la transpilation, c'est-à-dire il va convertir le langage V, votre code écrit en V, directement en C, et c'est le compilateur C qui va compiler ce qui va être produit. Aujourd'hui, c'est le seul back-end qui existe, c'est-à-dire il permet de transpiler vers le C, c'est le compilateur C qui compile. À terme, ce qui prévoit le développeur, c'est de pouvoir compiler directement vers du code binaire. Je pense qu'il s'appuiera très probablement sur LLVM, mais voilà. En tout cas, il permet d'avoir des back-ends différents. On pourrait imaginer d'avoir du back-end Python, du back-end JavaScript, etc. Voilà. Donc il a vraiment cette notion de back-end pour pouvoir transpiler vers un autre langage. Et là, pour l'instant, c'est du C, mais du C qui reste lisible. Ça, c'est un point d'honneur qu'il met, c'est que le code C qui est généré, c'est du code qui est entre guillemets human readable. Je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure. C'est dense, hein, mais on arrive à suivre assez facilement ce qui est généré, et c'est du code qui est vraiment très fortement optimisé et qui permet donc d'avoir un code plutôt efficace, assez rapide et efficace. Voilà, donc voilà un petit peu pour les features, je dirais, un peu clés de ce langage. Et ben, je vais vous partager mon écran. Hein. Donc on va aller sur le site du langage V, vlang.io, et là vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin. Donc vous allez pouvoir trouver donc directement votre binaire si vous voulez installer le langage V vous-même, c'est-à-dire pour Windows, Mac, Linux, etc. Vous pouvez le builder directement depuis les sources, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Vous allez voir que c'est très rapide. Une documentation qui tient la route. Vous avez une documentation qui commence à être assez consistante, qui est encore en mode construction, hein, mais qui est assez consistante et qui vous permet de rentrer assez facilement dans la syntaxe du langage et dans les différentes bibliothèques qui sont disponibles. En parlant de bibliothèque, vous avez la référence de la stdlib de V, donc qui est la vlib, et puis vous avez aussi VPM, qui est un gestionnaire de package pour le langage V, comme on peut trouver donc pour d'autres langages comme Go, Rust et whatever. Donc voilà, ça commence déjà à devenir assez intéressant, et vous avez un playground sur lequel vous pouvez directement exécuter du code dans votre navigateur, puisqu'il est capable aussi de générer du WASM au travers de Mscripton, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là, ça c'est un Hello World de base, mais on va y revenir. Je vais déjà vous montrer un petit peu comment on l'installe, très rapidement. Donc le V Programming Language, Zoo. Donc, je pars du principe qu'on a cloné le dépôt, hein, voilà. Non, c'était pas celui-là. History Pipe Crep VLang. Voilà, donc vous faites un git clone depuis GitHub vlang v.git, et vous allez vous retrouver directement avec votre dépôt cloné ici. Je l'ai pré-cloné à l'avance, comme ça on gagne un petit peu de temps. Et pour builder, ça va être très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme V est basé sur du C, soit il va utiliser votre compilateur qui est déjà installé sur votre machine, mais il a pris le parti de se baser par défaut, de télécharger le compilateur TCC, Tiny C Compiler, qui a été créé encore une fois par l'excellent Fabrice Bellard. Et donc il se base sur, il utilise par défaut le TCC de Fabrice Bellard pour toutes les phases de debug et de développement. Pourquoi? Parce que c'est un compilateur qui est très rapide, qui produit un code qui est relativement performant, efficace, et donc qui permet d'aller beaucoup plus vite que GCC. Mais on peut utiliser très bien compiler le compilateur V avec GCC, et tout ce qui va générer aussi utiliser le GCC. Il vous suffit pour ça d'exporter votre variable cc égale gcc, et puis de mettre vos cflags de la même manière, export cflags égale -o2, etc., etc. Voilà. Si vous clonez votre dépôt, que vous n'avez pas positionné ces variables, vous faites un simple make, puisque vous avez un makefile à la racine. La première chose qu'il va faire, il va vérifier que la partie TCC est installée ou pas. Si ce n'est pas le cas, il va aller cloner TCC, et ensuite il va vous builder le compilateur V, simplement. Donc c'est un one file qui est généré. Donc il y a un v.c, donc qui est le compilateur V dans un seul fichier C, qui a été généré d'après son code source en V. Et donc il est compilé, là ça prend quelques secondes, et une fois qu'il est généré, linké et tout ça, on a un compilateur V, voilà, il nous le dit. Il nous dit que super TCC fonctionne, et il nous dit que V il a été buildé correctement. Donc si je fais /v-help, là j'ai un compilateur V qui est prêt à l'usage. Donc vous voyez, c'est très rapide à installer.
sur des machines très rapides, ça prend une poignée de secondes à cloner, compiler et installer. Hein. Voilà. Et donc, il nous rappelle un petit peu, comme tout compilateur, comment on compile un Hello World et tout ça, etc. Il y a de quoi créer des projets directement, un petit peu comme Cargo, par exemple, avec Rust, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des systèmes de testing automatique qui sont fournis. Vous pouvez faire du test unitaire directement dedans. On n'aura pas le temps de le voir, mais sachez que vous avez un framework de test unitaire qui est directement intégré dans le langage. Et vous pouvez donc faire du watch, c'est-à-dire directement faire du hot code reload ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous lancez le compilateur V, vous pouvez aussi directement avoir un interpréteur donc sur lequel on va pouvoir, comme du Python, etc., rentrer du V. Il va le compiler à la volée avec TCC et l'exécuter directement. Donc si on fait println, voilà, et on fait toc hello world, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, hello world. Donc tout simplement, vous voyez, c'est quand même très simple. Donc vous pouvez avoir des scripts finalement qui sont écrits en V, des sortes de scripts mais qui sont compilés et exécutés directement à la volée, soit l'utiliser en tant que compilateur. Donc, à quoi ça ressemble du V? Eh ben, on va regarder par exemple un Hello World. On va aller dans le répertoire Examples et il y a plein d'exemples qui sont fournis et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier de façon extrêmement simple. Il doit y avoir un Hello World ici qui traîne. Voilà, helloworld.c. Donc ça c'est ce que je vous ai montré. Je vais le faire directement dans le terminal. Hop. Hello World, donc println Hello World. Donc si j'exécute mon compilateur V, je peux faire directement mon compilateur V run hello world.v. Il me le compile et l'exécute. Voilà. Effectivement, Bellegarde du Nord, il y a un petit 2048 et on va y venir juste après. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On peut faire des trucs un petit peu plus poussés. J'ai fait par exemple, si je vais dans mon répertoire test, j'ai créé par exemple un fichier qui s'appelle cli.v qui permet juste d'aller vous montrer un petit peu différentes syntaxes pour regarder la ligne de commande. Donc la ligne de commande, vous allez retrouver un petit peu les mêmes choses que vous retrouvez en Go, en Rust, en Java, etc. Vous allez importer des packages, par exemple le package OS, qui permet d'accéder à tout ce qui est du domaine du système d'exploitation, par exemple la ligne de commande. Et donc là, par exemple, je vais analyser la ligne de commande qui est passée directement à votre binaire qui est compilé. Donc, par exemple, je vais faire /v run cli.v. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, argument count, j'en ai un seul. La commande, c'est cli. Et là, je vais vous montrer deux façons donc, de parser la ligne de commande. Allez, je vais mettre par exemple -help, -toto, azerty quelque chose. Et là, vous voyez, je suis capable de parser ma ligne de commande de façon très simple. Et pourquoi ça l'affiche deux fois? Parce que, je vais vous montrer, vous avez la possibilité de faire des boucles for à l'ancienne, entre guillemets. Vous pouvez dire for index in 0 jusqu'au nombre d'arguments. Je dis si l'index c'est 0, j'imprime, je dis que ma commande c'est la commande qui est passée, et sinon c'est argument. Sinon vous pouvez aussi avoir des for each de la même manière comme d'autres langages comme Python, comme Go, comme Rust, comme le C++ à partir de la version 11. Donc vous pouvez faire for args in os.args et vous pouvez faire println. Et println c'est une fonction built-in du langage donc qui permet de sortir sur stdout des informations. Elle fait directement de l'expansion et donc vous pouvez faire à l'aide, un peu comme en bash, $accolade, le nom de votre variable, sortir, faire de l'expansion dans vos chaînes de caractères et donc d'écrire assez facilement sur le terminal. Donc vous voyez, c'est très simple. La fonction main, c'est fn, main, parenthèse, parenthèse. Donc toute fonction commence par fn, tout simplement. Et vous avez la fonction toto, par exemple, toc, zoo, et vous pouvez faire comme ça. Voilà. Tout simplement, vous définissez une fonction toto. Donc, si je compile ça, il va probablement me dire voilà, que ça compile. Si pour définir des variables, vous pouvez faire par exemple variable azerty par exemple. Donc si je fais ça, il va gueuler normalement. Voilà, il me dit attention azerty, c'est quoi ce travail? Et on peut aller faire assigner une valeur. Donc assigner une valeur, c'est 2 points égales, un peu comme le Pascal pour celles et ceux qui se souviennent. Et on peut lui donner directement une valeur. Voilà. Par exemple. Alors, vous pouvez mettre des points-virgules ou pas, c'est pas forcément
c'est pas bloqué. Voilà. Et elle me dit que la variable AZERTY n'est pas utilisée, mais en tout cas, je l'ai définie. Et voilà. Donc ça, c'est très simple. Alors, il y a plein d'autres exemples qui existent. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais vous allez voir, on va aller dans les exemples. Il y a un exemple 2048. Donc, vous faites simplement ./v run 2000, on va faire run. Vu qu'il y a plusieurs modules, il suffit de faire run. Il va prendre tous les modules V, les compiler. Vous avez vu que la compilation est extrêmement rapide. Hein. Alors le typage, Olivier, tu dis le typage il est implicite, il peut être implicite, mais il peut être complètement explicite. On peut lui dire que la variable elle est du type int ou de type chaîne de caractères ou autre type de variable. Il peut y avoir du typage implicite, mais c'est mieux de le faire de façon explicite. Donc il suffit de dire par exemple Toto, c'est une variable de type int et ensuite on fait 2 points égale sa valeur. Voilà. Et donc là vous avez un projet de 2048 qui fonctionne. Voilà. Tout simplement, donc avec la bibliothèque graphique qui est fournie avec V. Donc vous avez vu que la compilation est quand même extrêmement rapide. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, je voulais vous montrer ici le Hello World. Donc on va faire ./v. Donc ça je vous avais mis le Hello World. Donc si je fais /, bien sûr ça génère un exécutable. Hein. Évidemment, puisque n'oublions pas que c'est un compilateur qui va générer du code binaire à la fin au travers d'une transpilation par le C. Vous pouvez voir aussi le code qui est généré. On peut voir -o out.c. Voilà. Et si on regarde le code C généré, ça c'est le code C généré par le compilateur V. Donc c'est tout le code C. Donc il va inclure une grosse partie de sa bibliothèque standard. S'il prend les imports, il va inclure le code dedans. Il va nous générer par module écrit en V, tout le code qui est nécessaire pour pouvoir le compiler avec tout ce qu'il faut, etc. Donc vous voyez, bon, c'est du code qui est dense, hein, mais qui reste lisible par un être humain. Et par exemple, si on regarde la fonction main du C qui est générée, voici à quoi elle ressemble. Voilà. Et donc là, notre fonction main à nous, elle est ici, void main, voilà. Et par défaut, il fait println, split, hello world, etc. Alors ça c'est des macros internes. Hein. Donc vous pourrez aller voir le code qui est généré. Donc c'est du code on sait assez facilement ce qu'il génère. Quand on a un doute en termes de performance, quand on a un doute sur le code qui est généré, etc., vous pouvez lui demander de générer le code C correspondant à votre module en V et vous pouvez aller analyser ce qui est généré comme code, ce qui est plutôt quand même assez pratique. Sinon, dans la liste des exemples, il y a pas mal de choses. Ah oui, je voulais vous montrer le hot code reload. Il y a le hot reload et on va faire v ./v et on va lancer bounce par exemple. Bounce.v. Qu'est-ce que j'ai fait? Run. Voilà. Donc là, j'ai un... En fait, je vous avais montré le 2048, mais vous n'avez rien vu de 2048. Oui, parce que je ne l'ai pas mis sur le bon écran. Je vais vous le remettre sur le bon écran. Je suis désolé. Donc, le bounce, le voilà. Et donc, si j'ouvre, je vais essayer d'ouvrir, hop, vi bounce.v. Voilà. Je vais prendre une des fonctions, voilà, qui est marquée live et on va mettre déjà il y a une chose que j'ai pas faite, autant pour moi, il faut que je mette l'option watch. Non, c'est -v, c'est pas ça, c'est run, -v, -live. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Alors, je vous avouerai que je suis pas encore complètement à l'aise avec l'environnement. Alors, c'est ah oui, je sais pas ce que j'ai mis run, c'est pour ça. Hop. Normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, on va regarder parce qu'il y a le readme quelque part. C'est WatchRun, c'est ça. Ah voilà, le voilà qui s'est lancé. Voilà, donc là si je vais le mettre ici au premier plan, si je vais sur le code et que je change par exemple une couleur ici, on va mettre par exemple ici 255, hop, ça a reloadé automatiquement le code et me voici donc avec une couleur qui était rouge avant qui se retrouve jaune. Donc ça, vous voyez, c'est un truc qui peut être super intéressant lorsqu'on est en phase de debug, on va dire, d'un code où on essaye de tester des choses. Voilà, vous pouvez marquer directement certaines fonctions comme étant en hot reload et donc il va faire exactement ce qu'il faut au moment où on va modifier le code. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ah oui, je voulais vous montrer le 2048 parce que je suis désolé, je l'ai lancé tout à l'heure. v.v. Il s'était pas lancé sur le bon écran. Voilà. Voilà. Donc ici vous avez un 2048, c'est-à-dire c'est extrêmement rapide à compiler et extrêmement rapide à lancer. Donc ça c'est quand même un point qui est super intéressant dans ce langage. Ouais, si on fait une erreur syntaxique, alors ça plante pas, mais enfin ça va dépendre des cas, mais la plupart du temps ça plante pas. Il va nous dire qu'il y a une erreur syntaxique qui va continuer à faire fonctionner le code qui était en train de fonctionner. Alors je vois Thierry qui dit un Doom en V compilé sur un thermomètre. Alors il existe. Ce qui est super intéressant, c'est que le V est un langage donc, qui permet donc, de transpiler vers du C, de compiler, mais il existe un transpilateur C vers du V. Et il y a eu un projet qui a été de convertir tout le code source de Doom, qui était écrit en C à l'origine, vers du langage V, qui a été donc compilé, qui a généré un exécutable Wasm, et donc qui fonctionne directement dans le navigateur. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est un langage vraiment où il y a la syntaxe est assez facile à prendre en main, je dirais. C'est vraiment pour compiler, ça va à la vitesse de l'éclair. Je vous suggère de regarder un petit peu les différents exemples qui existent parce que il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez faire de la base de données, vous pouvez faire du. Je vais essayer de l'afficher avant de trop déborder pour mon ami Thierry. Vous pouvez faire du web, vous pouvez faire un serveur web intégré ou un client web intégré. Je vous partage ça à l'écran. Hop, si je fais ls, là j'ai un serveur, un exemple de serveur web intégré. Donc je fais vrun. Voilà, donc là il me dit qu'il a lancé un serveur web sur localhost 8082. Je vais aller chercher mon navigateur et hop, voilà, et donc là j'ai un serveur web qui tourne, qui est écrit en V et qui tourne et qui fonctionne avec 8 threads en parallèle. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple à faire. Vous pouvez faire du dynamique parce que vous voyez, si je fais F5, il va me dire que ça, voilà, request number 2, request number 3, request number 4, etc. Donc on peut avoir, comme du Node.js, comme d'autres environnements, comme du Rust ou du Go, vous pouvez faire du back-end ou même un projet avec du front-end directement en V. Et le code est pas fou, hein. Si vous regardez le code, vweb, example.v, agrandir un petit peu. Le code est pas énorme, hein. Donc il va importer un certain nombre de choses, par exemple le serveur web, etc. Il va créer une structure qui contient l'état qui a un compteur. Le compteur, c'est le compteur de reload qu'on a vu tout à l'heure, une structure pour définir l'app. Et effectivement, sur la structure ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut faire un petit peu comme du Rust, attacher des threads en disant que une fonction peut être attachée à un type de structure particulier. Par exemple, que là, la fonction beforeRequest, elle s'applique. Voilà, ici, la fonction beforeRequest, elle s'applique directement, je dirais, à la structure app. Donc on peut créer des méthodes pour des structures, ce qui permet de faire un peu de programmation orientée objet ou orientée threads, en tout cas, de façon assez simple. Et voilà. Et donc vous pouvez, vous voyez, définir un petit peu vos routes.
générer du résultat, etc. Et vous voyez que en fait, votre serveur web là, que je vous ai montré tient en 70 lignes de code, ce qui est plutôt assez intéressant et vous pouvez faire des trucs assez chiadés. Il y a d'autres exemples sur du web qui sont fournis, vous irez voir. Il y a des trucs qui sont assez chiadés. Pour répondre à la question de Envu, est-ce qu'il y a des coroutines ou async? Oui, vous pouvez faire de l'asynchronisme. Il y a des choses un petit peu l'équivalent des channels qui existent dans le langage Raw. Il y a les coroutines qui sont implémentées. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore mature les coroutines, mais oui, ça fait partie du langage directement. Donc il y a pas mal de choses qui existent. Et donc vous voyez, ça va reprendre un certain nombre de trucs un petit peu, comment je dirais, des fonctionnalités un petit peu phares d'autres langages, et tout en restant sur quelque chose qui est relativement portable, puisque ça va s'appuyer sur un compilateur C. Il vous suffit d'avoir finalement une chaîne de compilation C, et le langage V va vous apporter un certain nombre de choses, peut-être plus de facilité d'écriture pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à l'écriture du langage C, une bibliothèque très très vaste. Ça va un peu comme le Go, il y a plein de choses qui sont écrites, vous voyez, des clients web, des serveurs web, bibliothèque graphique, enfin il y a vraiment plein de choses. La syntaxe est relativement simple à appréhender, et vous pouvez générer donc un exécutable directement pour votre plateforme, vous pouvez générer du WASM avec Mscripton, etc. Donc c'est vraiment... voilà. Donnez-lui une chance. Moi je pense que... Alors on en est à la version... à une version qui est encore assez jeune, on va dire, du langage, puisque aujourd'hui c'est la version 0.4 qui existe. On est encore loin de la 1.0, mais c'est un langage qui progresse plutôt pas mal et qui est à suivre, et je vois de plus en plus d'expérimentation de gens sur internet, sur les réseaux sociaux avec du V. Moi-même je commence à m'y intéresser fortement parce que je pense que ça peut devenir dans le futur une alternative assez viable pour pas mal de langages, notamment pour toutes les raisons que je vous ai évoquées là. Donc là je vous ai montré un petit peu qu'un vernis, j'ai envie de dire, mais bon. Laurent Chéus, tu me dis non, version 1.0 prévue, bientôt prévue si j'ai bien suivi. Ouais, il prévoit la version 1.0, ça fait longtemps qu'il prévoit la version 1.0, mais c'est la roadmap, on va voir ça. Hop. Tu vois, version 0.5, la 1, voilà, et ensuite la version 1.0. Moi, je sais pas trop à quelle échéance ça va arriver, hein. Mais bon, en tout cas, le compilateur en tout cas en lui-même est relativement mature. Ce qu'a dit le développeur, c'est qu'il ne devrait plus y avoir de très gros changements au niveau de la syntaxe, au niveau du core language, entre guillemets. Mais ouais, c'est ça, le dev principal a une grande bouche. Oui, je pense qu'il est un peu comme Elon Musk, c'est-à-dire il est un petit peu, comment je dirais, optimiste sur les délais qu'il annonce. Voilà. En tout cas, ce qu'il a annoncé, et on le voit depuis les versions précédentes, c'est que le core language va pas beaucoup changer. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités élémentaires sont là, etc. Là, on est vraiment plutôt dans une phase de consolidation du langage, de debugging et tout ça. Et puis, la stdlib est quasiment vraiment complète. Il y a beaucoup de bibliothèques qui vont arriver avec, qui commencent à être très complètes. Voilà, donc je pense que la version 1.0, je ne sais pas si elle va arriver dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Mais elle va arriver assez rapidement, et je pense que ça va devenir une alternative assez intéressante pour écrire du code. Voilà, donc c'est ça que je voulais un peu vous présenter aujourd'hui. Intéressez-vous à ce langage, allez voir un petit peu ce que ça fait, faites des expérimentations, vous allez voir, je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai accéléré un petit peu parce que je veux pas trop empiéter sur le créneau de Thierry, donc on va aller rejoindre de ce pas. On va aller rejoindre Thierry de ce pas, faire le raid des familles. Hop, je prépare ça. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné en tout cas envie d'aller voir ce langage, d'aller tester ça. N'hésitez pas à me faire du feedback, de partager les replays. Le replay va être mis en ligne là, cet après-midi, hein, très très rapidement. Et puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, parce que la semaine prochaine, je pars en week-end avec ma compagne. Donc il n'y aura pas de live la semaine prochaine, donc ce sera plutôt dans 2 semaines. D'ici là, moi je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. On part chez l'ami Thierry, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao, bye bye.